Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission African Chronicle. Seconde partie donc, cette fois, nous nous intéressons toujours à la Guinée-Conakry, mais plutôt à la période à post-indépendance, la fameuse période où certains historiens estiment que le héros qui était Sékou Touré est devenu le bourreau de sa nation. Pour ce faire, nous allons avoir différents témoignages et surtout une exclusivité, une personne qui a connu les géoles donc de cette fameuse période, en la personne de Monsieur Colon Diallo qui nous reçoit chez lui. D'ailleurs, c'est là où je suis avec Semang. Pour la petite anecdote, nous sommes à Kipé, un quartier UP de la capitale, un quartier où justement le président actuel Alpha Condé a sa résidence. Il n'y habite plus depuis le 19 juillet 2011, date où il a reçu des bombes au-dessus de la tête avec la tentative de coup d'État. Mais c'est pas l'objet de cette émission, c'est l'histoire de la Guinée-Conakry. Tout de suite, moteur, c'est parti. Les dérives ont commencé en 60. La France qui avait quitté a voulu rester. De Gaulle a dit j'en tirerai toutes les conséquences, mais je ne ferai pas d'obstacles. Mais ils en ont fait des obstacles. Donc des coups ont commencé à être montés pour que la Guinée rejoigne le giron de l'Empire français, c'est-à-dire dans la néocolonie, dans la néocolonisation, puisque ceux qui étaient indépendants à l'époque avaient des chefs qui venaient, parce que l'essentiel de leur décision était prise à Paris. La Guinée était accusée, vous savez, à l'époque il y avait les deux mondes, l'Est et l'Ouest. La Guinée était accusée d'être un pays communiste, giron de l'Union soviétique. Donc l'impérialisme, qu'on appelle à l'époque, avait peur que toutes les colonies soient influencées par la Guinée et que toute l'Afrique devienne communiste. Ce n'était pas du tout le cas. L'Afrique est communautaire, mais n'est pas... Avec notre culture, notre évolution, l'Afrique ne pouvait pas être communiste comme l'Union soviétique, comme la Corée actuelle. Mais la communauté, la solidarité africaine était un ancrage pour gérer le pouvoir ensemble. Malheureusement, la Guinée a connu des dérives. Je suis instructeur de formation. J'ai été arrêté en 1961 lors de ce qui est convenu d'appeler le complot des enseignants. Ce complot, il consistait en quoi? Les enseignants avaient demandé une révalorisation de leur statut. Et le chef du gouvernement, le président de la République à l'époque, avait promis de veiller à cela puisque l'enseignement, disait-il, était sa priorité. Et quand il a fait promulguer le statut des enseignants, nous avons constaté que l'ensemble des catégories professionnelles, l'ensemble des catégories de l'enseignement, chacun perdait quelque chose au lieu de gagner. Il a été rédigé un mémorandum à son intention pour lui expliquer qu'on s'attendait à une amélioration et non pas une régression. C'est ce mémorandum qui a été considéré comme subversif et comme une atteinte à la sûreté de l'État. Le bureau directeur du syndicat des enseignants a été arrêté et il y a eu des manifestations spontanées à Conakry et dans toute la République de Guinée, dans toutes les grandes villes, qui se solidarisaient avec les enseignants. Et ça s'est transformé en complot. On a arrêté non seulement le bureau directeur, mais d'autres enseignants, dont moi-même.
Et on a arrêté en plus un certain nombre de cadres qui étaient considérés comme étant des gens de gauche, qui n'étaient pas bien vus à l'époque par le parti au pouvoir. Ce qu'on a appelé le complot permanent. En 1959, déjà, un premier complot. 61, les enseignants, deuxième complot. Et ainsi de suite. Tous les 2 ans, au gré de l'échec, je dirais, de la situation politique, il a fallu trouver des boucs émissaires et Sékou Touré a trouvé que les boucs émissaires, c'était les autres. Alors c'était les fantoches, c'était les enseignants, c'était les militaires, et ainsi de suite. Ça a été les commerçants, ça a été toutes les franges de la population ont péri au gré des années, au gré des vicissitudes du pouvoir. Et on s'est retrouvé jusqu'en 1984, à la mort de Sékou Touré, avec près de 22 complots établis. Et bien sûr, ces 22 complots avec les lots de destruction et les lots de tuerie et les lots de pleurs au niveau de la Guinée. Sur cette série de complots, il y a eu de faux complots, il y a eu de vrais complots. La dérive connue par les Guinéens qui a abouti au Kambouaro, à la mort, à la disparition de 50 000 Guinéens dans les camps Boiro, les camps de concentration, cette dérive a commencé là. La volonté absolue de Sékou Touré d'être le président, la volonté absolue de Gaulle de renverser Sékou Touré, le fait qu'il n'y a pas eu de synergie entre Sékou Touré et les autres leaders pour partager le pouvoir a produit le Kambouaro, a produit les camps de concentration, a produit une misère politique, une misère tout court des Guinéens. Est-ce que l'on peut aujourd'hui nous dire que des gens ont été pendus, des gens ont été gorgés, des gens ont été lestés, attachés, lestés d'hélicoptères qui ont été jetés dans la Fatala. Des gens ont été enterrés vivants. Des gens ont été mis en diète noire, c'est-à-dire qu'on les met dans des cellules jusqu'à ce que mort s'en suive. Et est-ce que c'est une façon c'est une sanction? Est-ce que c'est une sentence, ça? Est-ce que c'est une manière de tuer? Est-ce que c'est une manière de rendre justice? Voilà le problème que l'on pose ici, fondamentalement. Mais nous étions dans un combat, dans une guerre. Je viens de vous dire quelle a été l'ampleur de l'implication du peuple de Guinée sous la direction du PDG dans les luttes de libération du continent. Ce combat-là, il ne se fait pas sans tragédie. Avant de donner ses sentences, Sékou Touré avait déjà fait des discours de haine, des discours où il n'y avait pas de pitié. Je peux vous citer tous les discours qu'il a fait avant que justement l'Assemblée nationale soit, comment on appelle ça, soit transformée en tribunal populaire révolutionnaire, directement de son fait d'ailleurs, puisqu'il l'a dit, à partir de maintenant, l'Assemblée nationale est transformée en tribunal populaire révolutionnaire et qui est chargé maintenant de nous dire ce qu'il faut. Et il n'y a pas de pitié. Et il a même dit dans un discours, cherchez-les, tuez-les et rendez compte. En 1965, il y a eu un autre complot, le complot des commerçants, dit Petit Touré. On a arrêté tellement de monde qu'il n'y avait plus de place à ce fameux camp. Donc, les anciens ont été ventilés à l'intérieur du pays.
On a envoyé 5 à Parana, 5 à Kissidougou, 5 à Guékédou, 5 à Massanta, 5 à Sigiri. Et là-bas, c'était encore une autre... c'était le début de notre calvaire, parce qu'on était livré. Les avantages qu'on avait eu ici, acquis ici, qu'on nous avait octroyés, étaient remis en cause. Bon, bref, selon l'ouverture ou la gentillesse de commandant de région qu'on trouvait, les conditions étaient différentes. À Guékédou, nous étions 5. Sek Bay, Baldemontaga, Somomini, Sidi Diara et moi-même. On a eu la chance de tomber sur un gouverneur qui était un ancien instituteur, du nom de Sori Kondé. Il a prodigieusement amélioré nos conditions de détention. Il nous a donné un lit chacun, d'abord une cellule chacun, après construire 5 cellules à l'intérieur du bloc de la prison civile. Et on nous a logés là-dedans. Un mur a été érigé qui nous séparait complètement des autres détenus. Et il nous a pris en sympathie, parce qu'il était convaincu au départ de notre innocence, un ancien instituteur, et il nous a rendu la vie très facile. À telle enseigne que notre nourriture venait de chez lui, de sa table. Il est resté là-bas 1 an et quelques. On l'a muté à Kissidougou et un autre est venu. Les conditions ont changé. On nous a remis comme des détenus comme des détenus pestiférés et on a vécu comme ça. Bon, particulièrement, moi, je dirais que mon père était chirurgien. Il était le fils d'instituteur. Vous savez, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de gens qui avaient été... Et les 2 premiers instituteurs qui sont allés en France faire les études, c'était mon grand-père paternel et mon grand-père maternel. Donc, ils sont allés faire leurs études, ils sont revenus, ils étaient des enseignants. Ils ont eu même... Il y en a un, Bokar... Fodé Bokar qui a eu même à enseigner Sékou Touré. Et mon père, lui, je dirais que il a été arrêté en 69 lors du complot Taman Fodéba, complot des militaires. Et le motif de son arrestation, c'est de ne pas avoir dénoncé une conversation entendue entre son frère Kaman Diaby et son beau-frère Bamamadou. Donc on l'a arrêté et bien sûr jet noir au camp Boiro. En 1958, Sékou Touré n'avait pas d'adversaire, il n'avait pas d'ennemi en Guinée. Il s'est créé des adversaires et des ennemis de toutes pièces. Qui n'en étaient pas. Tous voulaient l'aider à réussir l'expérience guinéenne. C'est sa mégalomanie, sa haine de l'intellectuel, sa haine de la contradiction. C'est ça qui a amené Sékou à se trouver des ennemis, à se créer des ennemis imaginaires. Parce que je dis, je connais tous les gars qui ont été arrêtés. Je connais la plupart d'entre eux, je les ai vécus, je les ai côtoyés. Ils n'étaient pas contre Sékou Touré. Je donne un exemple. Bari Diawadou, qui a été arrêté en 68, si je ne m'abuse, en 69. Il m'a dit, en 60, il m'a dit Sékou Touré est un patriote et que je ne connaissais pas. Vraiment, il est admirable. Bari Diawadou a été
mon correspondant à Paris, c'était un ami à mon oncle et que j'ai fréquenté quand il était à Paris, quand il était député à Paris, quand il était ministre ici. Je l'ai fréquenté jusqu'à sa mort. Je le connais bien, je connais toute sa famille. J'étais camarade et ami d'un de ses frères, Bari Bassirou. On ne peut pas dire que ce gars-là voulait la place de Sékou Touré, machin. Quand quelqu'un spontanément vous dit ça, c'est un patriote, c'est un gars qui... Pourquoi il a arrêté, je n'en sais rien. Mais je ne pense pas que les gars qui ont été arrêtés, tous les gars qui ont été arrêtés et morts dans ces trucs-là, aucun n'a eu un jugement équitable. Et du point de vue de la loi, tous ces gens-là sont innocents. Du point de vue de la loi. Quand on n'a pas établi votre culpabilité de manière contradictoire et évidente, légalement, vous êtes innocent. Mais le président Sékou Touré, combattu donc par l'impérialisme français, mais il fallait que l'impérialisme français ait ces éléments en Guinée. Ils se basaient, eux-mêmes ils recrutaient des Guinéens, malheureusement, qui n'ont peut-être pas eu assez de perception de l'histoire de leur pays pour être... Et ils ont recruté pas mal de gens ici, que nous avons appelés les membres de la 5e colonne. C'est la 5e colonne, je peux en parler d'autant plus que j'ai été touché dans ma chair. Mon propre frère a été arrêté à l'âge de 30 ans, mis en prison. Il n'a jamais rien fait, jamais été en contact avec qui que ce soit dans la 5e colonne. Était militant, super actif. Je parle de lui parce que c'est ce que je connais le mieux, mais la plupart, les 99,99% de ceux qui ont été arrêtés ou qui sont morts, sont tous morts innocemment. Le PIGC, oui. le parti africain de la Guinée et des îles du Cap-Vert, Amilcar Cabral, avait sa base en Guinée. Et il est de notoriété que nos militaires, pour une part, ont participé à la lutte de libération. Mais on avait des prisonniers. Les prisonniers du PIGC étaient enfermés en Guinée. Le gouvernement portugais, souhaitant ou voulant récupérer ces prisonniers-là, parmi lesquels, paraît-il, un fils d'une personnalité importante portugaise de l'époque, va faire une alliance avec l'opposition guinéenne de l'époque, les uns venant renverser Sékou Touré, les autres venant chercher leurs prisonniers. Les Portugais ont réussi à récupérer leurs prisonniers. Malheureusement, les Guinéens n'ont pas réussi à renverser Sékou Touré. Nous avons été agressés ici en 1970 par les hordes impérialistes coloniales fascistes du Portugal. C'était une nuit, 22 novembre 1970. C'était le mois de Ramadan. Le peuple guinéen est très pratiquant. Déjà, ils sont venus, ils sont rentrés. Il y a eu plus de 500 cadavres qui jonchaient les routes de Conakry. Le 22 novembre, le matin. Une agression simultanée à Koundara et à Gawal, des préfectures du Nord, qui font frontière avec le Sénégal. Et c'était des gens tous très bien placés au sein du gouvernement. Ils ont occupé de hautes fonctions. C'est eux qui ont été recrutés par les présidents français. Pour estomper l'élan du peuple
de Guinée dans sa quête d'indépendance et de souveraineté pour toute l'Afrique. C'est ça la réalité. Ainsi, pendant 8 mois, c'était le procès des mercenaires. Les dépositions des mercenaires passent à la radio pendant 48 heures. Elle est traduite dans toutes les langues nationales. Et la presse en langue nationale distribuée dans tous les villages pour permettre à tout citoyen de saisir le rôle joué par le dit mercenaire. Pendant 8 mois, la Guinée agissait ainsi. Et après, la date du procès populaire a été fixée. De telle date à telle date, les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ont prononcé leur verdict sur chaque cas. De telle date à telle date, les représentants des communes populaires viennent élargir l'assemblée de l'arrondissement, des députés d'arrondissement, pour harmoniser les verdicts et rendre le jugement au nom de l'arrondissement. Troisième étape, les représentants des arrondissements viennent élargir l'assemblée de députés régionaux et délibérer à ce niveau, prononcer les verdicts. Et enfin, l'Assemblée nationale élargie à tous les députés régionaux. Si l'Assemblée nationale est composée de 210 députés, les assemblées régionales au nombre de 33 avec un effectif de 30 députés représentent donc 990. Donc 1200 députés nationaux et régionaux constituent non plus l'Assemblée nationale, mais le tribunal révolutionnaire suprême. Oh, quel pays sauvage! La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages-intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. J'ai été ce qu'on appelait à l'époque un professeur d'idéologie. J'étais professeur d'idéologie. Professeur d'idéologie, c'était vous qui aviez fait la philosophie comme branche à l'université. La philosophie était assimilée ou côte à côte avec l'idéologie. L'idéologie entendue vraiment sous la forme marxiste que la jeunesse d'aujourd'hui a totalement oubliée. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc je veux dire que dans ma position de professeur de philo et d'idéologie, j'avais beaucoup à mon petit niveau contribué à former des jeunes d'autres qui pensaient que vraiment je suis en train de très bien travailler pour la cohésion de notre révolution, pour son épanouissement dans le monde, pour la reconnaissance des sacrifices acceptés par ce peuple pour que l'Afrique puisse s'en sortir. Alors je représentais quand même à ce niveau-là une espèce de référence pour mes nombreux étudiants. Dieu merci, et la plupart sont aujourd'hui aux affaires et nous avons encore souvent des occasions de nous remémorer toute cette période exaltante pour notre pays. J'en viens aux années, nous sommes maintenant dans les années 72-73. Je commence moi-même à
à entrer de plein pied dans la vie pratique et je regarde de gauche à droite pour voir si je ne peux pas me marier. Donc tout cela constitue des étapes qui vous permettent d'un peu plus réfléchir sur tout ce que vous avez, que vous encensiez et que vous interrogez désormais. Alors pour aller vraiment à la question, c'était pour nous, en tout cas pour moi, cela, le fait que après 70, 72, 73, la Guinée a commencé à laisser entrer des étrangers. Des étrangers, je veux dire, à s'ouvrir un tout petit peu au monde, m'a fait prendre conscience qu'il y a eu des choses quand même un peu graves qui ont été commises pendant ces périodes que nous encensions. Pendant que ces périodes que nous prenions pour les plus belles périodes de notre jeunesse. Et donc, 72-73, je commence à m'interroger sur tout ce qui s'est passé. C'est en ce moment que, moi qui me réjouissais d'un cœur tout à fait léger du fait que vraiment au camp Boiro, on a mis à l'ombre tous ceux qui ne veulent pas que cette Afrique avance. On a déblayé ainsi le terrain. Je commençais à me poser beaucoup de questions sur le bien fondé de tout ce qui s'y est passé. Et je commençais à être relativement critique. Voilà. Vous savez que dans tous les régimes dictatoriaux, je dirais que il y a des camps, il y a des prisons. Alors le camp Boiro a été justement le sinistre camp Boiro. Nous on l'appelle le camp de concentration parce que c'est un camp qui a été construit justement pour des raisons politiques et qui a dans lequel a transité, je dirais, la majeure partie des prisonniers guinéens. Parce que soit ils y restaient, soit ils étaient en escale pour aller dans les autres camps qui étaient disséminés sur tout le territoire guinéen. C'était l'isolement total, un détenu par cellule. Des cellules de combien de mètres carrés? Des cellules de 3 mètres sur 2,50 mètres dans un premier temps. C'était les cellules qui étaient héritées du temps colonial. Et pendant qu'on y était et que le nombre d'arrestations augmentait, on en a construit. Au total, on a construit 76 cellules. C'est-à-dire qu'on a ajouté 46 aux 30 qui existaient. Ces 46 ont été construits pendant que nous étions à l'intérieur du bloc. C'est des cellules d'1 mètre carré, 2 mètres carrés, qui sont bien sûr avec une porte en fer. Et à chaque fois qu'on y arrivait, on avait 6 jours de diète noire. Diète noire, ça veut dire qu'on était enfermé pendant 6 jours, sans manger ni boire. Et ça, c'était la bienvenue dans le camp Boiro. Au niveau alimentation, c'était du riz et de la sauce, tantôt poisson, tantôt viande, c'est-à-dire pratiquement, on appelle ça sauce, à défaut de mieux, mais c'était de la viande bouillie et avec un peu de sel et du riz sec. c'était matin, midi, soir? C'était quand vous êtes arrêté, il y a une période pour moi personnellement, j'ai eu 7 jours de diète. Expliquez-nous ça concrètement, ce que vous appelez 7 jours de diète. Pendant 7 jours, vous n'avez droit ni à l'eau ni au manger. Et vous êtes enfermé. Et pour les besoins, vous sortez? Les besoins, une fois à 5 heures du matin, on ouvre les cellules, vous sortez un à un pour aller faire. Dans un premier temps, c'était dans du papier craft, parce qu'il n'y avait pas de toilette. Et ça, les gardes allaient jeter ça au bord de la mer. Et bien sûr, ensuite, il y avait des endroits où il y avait les salles de torture, où il y avait la salle de torture, et à l'entrée du camp, il y a ce qu'on avait appelé la tête de mort. Et comme je vous disais, la tête de mort, c'est une grande bâtisse avec des murs épais, mais sans toit. Donc, les prisonniers qui arrivaient séjournaient là pendant des jours et des jours. Et lorsqu'il y avait la saison des pluies, eh ben,
ils avaient la pluie sur eux, le soleil, la nuit, et ils étaient enfermés là, serrés, ils faisaient leurs besoins là, ils déféquaient, et sur les murs de cette bâtisse, les gens avec leurs excréments ou avec leur sang ont inscrit des phrases mémorables. Il y en a qui ont été torturés à l'eau et à l'électricité. On leur a mis de l'électricité sur les parties génitales. Il y en a qui ont été battus, qui ont été... Il n'y avait pas un programme uniforme pour tous les détenus. Pratiquement chacun c'est à la tête du client et à la tête de la commission. La tristesse maintenant, je dirais, de tout ce camp, c'est cette destruction de ce camp. Tout a été fait pour, comme si on voulait rayer l'histoire de ce pays. Et cette bâtisse a été détruite. Et la zone carcérale au niveau du camp Boiro aussi a été complètement détruite. Et aujourd'hui, notre combat essentiel, notre combat important, c'est la reconstruction à l'identique de ce camp pour y mettre aussi, pour faire un musée et surtout un mémorial à la mémoire de toutes les victimes. Le président Sékou Touré, c'était un bourreau du travail. Il travaillait énormément, il n'avait pas de repos. Jamais cet homme ne s'est reposé. Un jour que je suis allé le trouver à son bureau à 4 h du matin, parce qu'il travaillait les nuits, je lui ai dit, aie pitié de toi. Tu as libéré tout le peuple et tu t'es mis la corde au cou. Va te reposer un peu. C'est là que le roi Hassan II aussi a demandé, et le ministre des Affaires étrangères lui a dit, ah, Majesté, votre frère est malade. Lui, il a envoyé aussitôt des médecins, mais on ne savait pas ce qu'il avait exactement. Hein. J'avais fait appel aux médecins chinois ici qu'il avait vus. Je crois qu'ils avaient compris que c'était le cœur, mais ils ne nous ont rien dit. Non. Donc, moi, j'ai profité pour déplacer mon mari dans la plus grande discrétion. Et je l'ai amené au cas de Bellevue, là, qu'on avait déjà restauré, pour que les médecins viennent et que ça se fasse dans la discrétion. Quand les médecins marocains sont venus, ils ont su que c'était des généralistes, que c'était un problème de cœur. Ils sont retournés immédiatement et maintenant les cardiologues sont venus. Le diagnostic a été posé, mais on ne pouvait pas le soigner ici. Mon mari ne voulait pas du tout partir en Occident, aux États-Unis, mais il n'y avait pas de choix. Parce que c'était l'aorte qui avait cédé. Et dès que le roi Hassan II a su, il a informé le roi de l'Arabie Saoudite. Ce sont des amis qui ont envoyé son avion médicalisé avec un cardiologue américains, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de cœur dans leur famille. Ils sont venus. C'est ainsi que nous sommes allés aux États-Unis. Comme on avait perdu suffisamment de temps déjà, il était lucide. Moi, je me suis approché de lui. Je fais des prières pour lui, en notre langue. Le médecin m'a dit, on fait l'opération à 18 h. C'était en début de matinée. À 18 h, nous viendrons vous prendre. Nous allons préparer une chambre pour vous, à côté de lui. Dès qu'on a tourné le dos, malheureusement, l'irréparable est arrivé. En Guinée, la succession du président Sékou Touré ne s'annonce pas facile. Pour le moment, le Premier ministre assure l'intérim. Ahmed Sékou Touré, l'homme qui avait dit non au général de Gaulle, était au pouvoir depuis 25 ans. Il est mort subitement la nuit dernière aux États-Unis d'une rupture d'anévrisme. Gérard Pinson. Depuis 1958, il avait échappé à 5 attentats. Et pour lui, chaque complot justifiait un peu plus qu'il dirigeât son peuple avec autorité.
On ne verra plus le célèbre calot blanc de Sékou Touré, ni son mouchoir immaculé qu'il agitait depuis 25 ans en signe de ralliement. Il se réclamait du marxisme-léninisme, mais prêchait avant tout l'indépendance nationale. Les négociations globales Nord-Sud restent bloquées. Et à l'Assemblée générale des Nations unies, le débat s'enlise dans la procédure. De procédure, il n'y en eut guère en 1958 lorsque le général de Gaulle essuya le niet de Sékou Touré. La Guinée refusait la communauté franco-africaine. La rupture avec la France colonisatrice allait durer 18 ans. Pendant ce temps, le président Sékou bétonne son régime populaire sous l'emblème de l'éléphant. Force tranquille ou pas, c'est avec Valéry Giscard d'Estaing que sera célébrée en décembre 1978 à Conakry la réconciliation. Le régime guinéen n'abandonne pourtant pas ses pratiques musclées, mais comment refuser à Sékou Touré qu'il vienne en France? Septembre 82, François Mitterrand le reçoit à Paris. Un an plus tard, il le reverra à Vittel. Depuis 5 ans, l'ancien apôtre de la révolution violente se rapprochait à grands pas de l'Occident. Et ce n'est pas sans ironie que le sort a voulu qu'il s'éteigne la nuit dernière à Cleveland, dans un hôpital américain. À sa mort, à l'intérieur du pays, la terreur était telle que pratiquement il était impossible de penser et d'agir. À l'extérieur, ce qui était, de mon point de vue, n'ont pas été à la hauteur. Ça n'engage que moi. Parce qu'eux, à l'extérieur, ils n'avaient pas la terreur qui pesait sur eux. Et ils pouvaient donc réfléchir et faire des propositions. Ça n'a pas été le cas. À sa mort, il y avait un vide total. Et l'armée a pris le pouvoir. Et quelle armée? L'armée qui lui avait permis d'asseoir sa domination sur le pays. Les compagnons de mon mari, avec qui il a lutté pour libérer ce pays, récemment, on nous a arrêtés, on nous a mis en prison. Sa famille, ses compagnons, ses sœurs, ses pauvres sœurs étaient emprisonnés. Moi, sa veuve, j'ai été emprisonnée, ses enfants étaient emprisonnés, ses compagnons de lutte ont été emprisonnés. On a libéré quelques-uns, mais ils ont tué tous les principaux responsables. À l'époque de partir, 21 personnes. Nous, après notre sortie de prison, nous avons été exilés, involontairement même, si vous voulez. Parce que moi, j'ai fait 4 années de prison après la mort de mon mari. Pour quelle raison? Allez-y comprendre quelque chose. Je n'ai jamais eu à faire de politique. J'étais à côté de l'homme, c'est un fait. Mais mon fils a fait 4 années de prison aussi. Lui, pendant l'agression, quand l'agression se passait, il avait 9 ans. Quelle responsabilité a-t-il d'avoir à ça? Quand on entend ça, c'est écœurant. Mais nous, on est d'accord que les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Mais nous, à l'époque, nous, on était responsables des actes de nos parents. Puisqu'on était de 5e colonne. On était, beaucoup d'entre nous ont perdu leur bourse. Beaucoup d'entre nous ont quitté l'école. Beaucoup d'entre nous, il y en a qui ont fait la prison. Beaucoup d'entre nous ont été stigmatisés, énormément qui ont été rejetés. On a fait payer aux enfants le fait, soi-disant, que les parents étaient 5e colonne. Ils n'ont fait que ça. Aujourd'hui, elle peut se permettre de dire un mot sur cette période-là. Comme si on ne vivait pas en Guinée. Comme si elle n'a pas vécu en Guinée. Comme si les gens n'ont pas vécu en Guinée. Je pense qu'il faut savoir raison garder souvent, mais il faut savoir l'humilité, il faut savoir avoir un peu de décence. C'est le conseil que je lui donne, un peu de décence. Quel est exactement le sens de votre démarche ou disons de votre combat? Eh bien, nous nous battons depuis 10 et 12 ans. Vous avez ici la pile de dossiers qui représente 10 ans d'efforts inutiles pour arriver à une réponse à la question que nous nous posons.
Que sont devenus nos maris? Ils ont disparu entre 68 et 72 et nous n'avons depuis eu aucune information sérieuse, que des rumeurs contradictoires, officielles ou officieuses, mais officielles surtout. Il y avait des vivants, il n'y en avait pas, ils sont morts, nous n'en savons rien. Les dernières réponses reçues du gouvernement guinéen par le Quai d'Orsay à la fin du mois dernier indique que 7 sur les 8 ont été exécutés en 71 et que le 8e, le mien, se serait évadé à une date tout à fait impossible puisqu'il n'a été arrêté que 18 mois plus tard. Oui, alors. Vous savez, après la mort de mon mari, d'abord lui, il a toujours défendu son histoire parce que son voyage en France, il en parle suffisamment, hein. Des gens qui ont été condamnés, qui ont été exécutés, ils ne s'en cachent pas. Des Guinéens se sont enrôlés dans des camps où ils ont subi la préparation militaire. Ils ont emprunté des avions étrangers. Ils sont venus débarquer le 22 novembre dans la nuit à Conakry. Ils ont massacré 360 personnes. Ceux-là ont été arrêtés par le peuple guinéen. Ils ont été jugés. Certains ont été condamnés. Ce n'est pas une question de droit de l'homme là. La France nous a donné l'exemple. Et je disais, Historia, votre revue, numéro 36, numéro 41. Vous parlez de l'histoire de la France. Là, ce ne sont pas 8 qui ont été exécutés, mais des centaines, plus de 100 000 personnes ont été exécutées par le peuple français. Et le peuple français a raison. Il a incarné là la volonté, la dignité de tous les peuples du monde. Et quand la Guinée, victorieuse, des agresseurs, des mercenaires, applique à ceux-ci la loi qu'elle a décidée d'elle-même, pourquoi voulez-vous rattacher ce fait à une question de droit de l'homme? Nous avons demandé à ce que le camp Boiro nous soit restitué pour que l'on puisse le faire un musée et mettre un mémorial à la mémoire de toutes les victimes. Nous avons demandé à ce que le pont du 8 novembre, qui va être détruit, parce qu'aujourd'hui vous voyez tous ces embouteillages qu'il y a en Conakry, le pont il va être reconstruit, on va avoir un nouveau pont, un échangeur, et l'ancien pont va être détruit. Nous avons dit qu'il faut qu'on marque cet espace, puisque les gens ont été pendus sur ce pont. Et en 2007, lors de la grande vague de démocratisation du pays, les militaires ont exécuté près de 300 personnes au niveau de ce pont. Nous disons qu'il faut une stèle au niveau de ce pont du 8 novembre, au niveau de cette nouvelle échangeur, une stèle pour commémorer toutes ces victimes. Bon, mais après sa mort, le pouvoir était pris par des soldats. Ils ont pris le pouvoir, ils ont éliminé les dirigeants en vue de l'époque et ils ont pris le pouvoir. Ils n'avaient pas de programme, ils n'avaient pas pensé à un programme, ils n'avaient pas pensé à autre chose, ils ne connaissaient pas autre chose que ceux qu'ils ont. Ils ont remplacé les dirigeants qu'ils ont éliminés. Et immédiatement, la France coloniale est venue entourer ses soldats. Chaque ministre guinéen avait son conseiller français à côté. En réalité, c'est eux qui ont fait cette politique. Et le président Lansana Conté avait ses conseillers militaires français. L'épisode d'Addis
au pouvoir, nous l'avons vécu comme tous les Guinéens. À l'issue, il vous confiera des tâches, puisque il vous revient à vous d'accomplir ces tâches. Puisque c'est à lui que revient cette haute et lourde responsabilité, je passe la parole à Monsieur le Président du CNDD. Votre feu regretté, le général Lansana Conté, commandant en chef des forces armées. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Le Conseil national de démocratie et comment, au nom du vice-président, au nom du deuxième vice-président, chers compatriotes, je n'ai pas préparé un discours. On n'est plus à l'heure de la démagogie. Le discours ne vient pas profondément du cœur. Mais tout ce qu'on peut dire sans écrit, ça vient du cœur. On n'a pas le droit de s'asseoir sur des fauteuils blancs. Le temps est dépassé, on n'en a pas besoin. Vous êtes sous le soleil, on va être sous le soleil avec vous. On n'a pas besoin de l'opulence, on n'a pas besoin de s'enrichir. On n'est pas venu au pouvoir parce qu'on a de l'ambition. On est venu au pouvoir pour sauvegarder l'intérêt de la nation. L'épisode d'Addis était la conséquence de ce qui a précédé, c'est-à-dire du régime militaro-civil qui a géré cette nation de façon illégitime quelque part, puisque c'est par coup d'État que les forces militaires se sont emparées du pouvoir en 1984. Ils sont déculottés les gars, ouais. On s'en fout. Ils sont déculottés. Ils sont déculottés. Mourra maintenant. Ouais, ouais. Que personne ne tire. Nous ne sommes plus en crise, il y a eu des moments de difficultés, c'est vrai, d'incompréhension entre les Guinéens, mais moi je crois que tout est rentré dans l'ordre maintenant. Cette crise de janvier a donné des idées aussi aux militaires qui ont manifesté ces derniers temps pour les idées. Moi je suis militaire. Si les militaires ont eu des idées, c'est pour m'appuyer. Ils ne veulent pas que les civils se moquent de ça. C'est tout. Et si les civils avaient réussi à faire ce qu'ils voulaient, les militaires auraient fait autre chose. Donc c'est une chance que nous avons eue que les civils ont échoué.
les régimes qui se sont succédés se ressemblent. Ils se sont ressemblés. La deuxième république était une réplique de la première. Quand Lansana Conté est mort, c'est encore des militaires qui ont pris le pouvoir. Et ça a conduit aux événements tragiques que vous connaissez, les massacres du 28 septembre de 2009 et la tentative d'assassinat de Dadis, son remplacement par son second, Konaté. Nous continuons notre voyage dans l'histoire de l'indépendance de la Guinée-Conakry avec des objets mythiques comme cette chaise, comme ce portrait, ce salon. Et oui, nous sommes à l'intérieur même de la maison de l'ancien président de la Guinée-Conakry. Un domicile rempli d'histoire, un domicile qui a reçu ici même les grands noms de la politique mondiale de son époque. On peut citer par exemple au niveau africain le roi Hassan II. On peut citer, puisqu'on l'a vu tout à l'heure en défilant des photos, les différents présidents sud-africains. On peut citer des leaders sud-américains qui ont là-bas marqué la liberté, marqué les luttes contre le colonialisme. Je ne citerai que Bellocce. Alors nous, on est venu ici pour traiter des indépendances, donc des rapports qu'il y a eu jadis entre la France et la Guinée, et puis la Guinée, ce pays qui a dit non au général de Gaulle. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'en 2012, justement, les Français reviennent, en plus avec une Française derrière, c'est peut-être elle qui devrait le dire, et ce mélange artistique, culturel, ce mariage tout simplement. Oui, la Guinée est connue dans le monde entier pour... la danse et les percussions, c'est vraiment le berceau de la danse et des percussions africaines. Et donc la Guinée est très prisée par les Européens pour ce genre d'activité. Donc c'est vrai que le tourisme en Guinée est principalement basé sur... c'est principalement un tourisme culturel. Et donc voilà, nous on essaye de développer cet aspect en organisant des voyages équitables et solidaires, donc en mêlant une immersion dans la culture guinéenne à un travail avec les locaux, avec des associations locales, voilà. Religieuse, le pardon, et il faut être apaisé, et je pense que nous ne sommes pas apaisés, et tant que nous ne sommes pas apaisés, il n'est pas possible de pardonner, il n'est pas possible. Alors on a demandé depuis très longtemps une commission vérité, justice, réconciliation pour mettre en place un peu disons sereinement, sans passion, d'abord sur la table nos revendications et ensuite permettre justement d'avoir de la substance aux historiens de travailler. Actuellement, on parle de réconciliation nationale, c'est à référence à ça. Il n'y a pas eu de guerre civile à Guinée entre les populations. Mais quand on dit réconciliation nationale, c'est les conséquences de camps Boiro, de camps de concentration, les tueries qui ont eu lieu. Ça a créé le communautarisme, c'est-à-dire chacun s'est replié actuellement. Les leaders ont voulu se replier dans leur ethnie. Nous sommes d'une génération qui était adolescente à l'indépendance. Nous n'avons pas connu d'amis uniquement malinqueux, uniquement Soso, uniquement Peul, uniquement Forestier. On était ensemble.
on parle de réconciliation. Il n'y a pas à proprement parler à en faire une affaire d'État. Il y a un courage politique à prendre. Le chef de l'État, quel qu'il soit, qui prendra sur lui de reconnaître que les gars qui ont été arrêtés pendant la période de 1958 à 2010 ont été arrêtés sur des bases fausses et sont des innocents, qui les réhabilite. Il a réglé le problème de la réconciliation. En point terminé. Il y a l'État qui a sévi contre ses citoyens. Et c'est l'État qui doit rendre justice, doit reconnaître sa faute et réhabiliter les gens et leur rendre justice. Les réhabiliter et les dédommager. Il n'y a pas grave. On n'a pas besoin de 1000 commissions de réconciliation. Au jour d'aujourd'hui, Alpha Condé peut régler ce problème de cette manière-là. Et rien que de cette manière. Jusqu'à présent, je n'ai voyagé qu'en Afrique. Donc c'est mon premier voyage en dehors du continent. J'ai voulu faire ce premier voyage en France, d'abord pour remercier le gouvernement français de l'appui qu'il nous a apporté pendant la période de transition et surtout de l'appui qu'il a apporté à la Guinée depuis mon élection dans le domaine de la coopération militaire dans les autres domaines. Aussi parce que j'ai passé les 2 tiers de ma vie en France et on pensait que le peuple de Guinée était contre la diaspora. Mais si j'ai été élu, c'est que le peuple de Guinée est contre la diaspora. Donc je suis venu remercier la France et proposer une nouvelle coopération parce que les rapports entre la Guinée et la France ont été chaotiques à cause des conditions de l'indépendance. Aujourd'hui, nous souhaitons tourner la page. L'Afrique est en train d'évoluer. Le printemps arabe, ce n'est pas seulement le printemps arabe, c'est le printemps de toute l'Afrique parce qu'il y a une volonté inébranlable de la jeunesse et des femmes africaines pour mettre fin à toute forme de dictature, pour instaurer la démocratie. Et nous sommes certains que la France va nous accompagner. C'est pourquoi j'ai fait mon premier voyage en France. Le président a eu la gentillesse de promettre de continuer l'appui de la France et lui-même de s'engager dans cette voie et de se rendre très bientôt en Guinée. Donc je suis très satisfait de mon séjour en France, des entretiens que j'ai eus et surtout de la détermination du président français à accompagner la démocratie en Guinée pour que cette démocratie soit irréversible. Nous avons pris des mesures très courageuses, mais nous avons des difficultés passagères parce que les conditions de vie du peuple sont assez difficiles. Or, on ne mange pas la démocratie. Si la démocratie ne donne pas satisfaction au peuple, on peut tourner le dos. Donc nous comptons sur la France pour nous aider à passer ce cap difficile en attendant que nous ayons fini notre code minier pour négocier avec le système minier. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps, de nous avoir accordé ce temps au travers de ma modeste personne. C'est moi qui vous remercie parce que ça me donne l'occasion de m'adresser aux jeunes d'Afrique, de leur dire ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, qu'ils entendent un autre son de l'histoire africaine, de la culture africaine, qu'ils sachent qu'ils doivent être fiers d'être nègres, et revendiquer leur négritude, revendiquer, je parle souvent de la négricie, l'Afrique c'est la négricie. Le terme nègre, ils doivent être fiers. Ils sont les premiers, ils appartiennent à un peuple qui a été reconnu mondialement, universel comme le premier peuple de l'humanité. Le premier souffle, je dis, de l'homme a été poussé en Afrique. Il ne faut pas que les Africains continuent à être les derniers. Ce sera le mot de fin donc de cet African Chronicle qui était consacré donc à la Guinée. C'est ainsi que nous allons achever cette émission, ici même dans un quartier populaire. Le mot populaire, ce mot qui a cité ici, en fait je regarde à côté parce que la présence de la caméra suscite toujours beaucoup d'animation. Je ne peux décrire exactement la scène parce qu'il y a des policiers derrière qui suivent et qui ne veulent absolument d'ailleurs pas que je filme. C'était donc Olivier Nogo depuis Conakry. À vous Londres pour la suite de vos émissions sur votre chaîne préférée, Vox Africa.